BFM Business, Intégral Placement, l'astuce du jour. Les astuces face à ces marchés très très volatiles, 5e baisse d'affilée aujourd'hui à Paris, les astuces et les conseils de Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bon, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous fait rire? Les astuces, alors là les astuces... Les astuces pour gagner plus. Oui, bien sûr, les astuces pour gagner plus, on va mettre ça dans notre investissement. Quelles sont les 10 erreurs à éviter avant d'investir en bourse? C'est un thème dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. C'est vraiment un thème d'actualité avec ces marchés très compliqués, très volatiles. Quand on souhaite investir en bourse, on souhaite d'abord voir combien valent les actifs en bourse. Est-ce que le marché est cher, pas cher? Est-ce que c'est le moment d'investir? C'est compliqué de se faire une idée avec des taux négatifs. Le 10 ans allemand qui est passé ce matin en territoire négatif pour la première fois. Est-ce que ça sème pas un brouillard là sur la valorisation des marchés, sur l'idée qu'on peut s'en faire? Alors, mon cher Guillaume, de toute façon, je ne vais pas vous surprendre. Vous savez que nous, on a un attachement à l'expérience de l'utilisateur chez Net Investissement et tout est compliqué de toute façon pour l'investisseur profane en ce moment. Parce que la nouvelle du Bund allemand qui est passé à un moment donné en territoire négatif, ou en tout cas qui oscille autour du territoire négatif, c'est pas pour lui, d'abord pour le profane, ça parle pas énormément, mais ça n'est qu'une pierre de plus dans un environnement d'incertitude extrêmement compliqué, parce que la volatilité fait que, en ce moment, depuis 5 séances d'affilée, tout part avec l'eau du bain parce que Brexit, alors qu'on avait fait une semaine plutôt cohérente la semaine d'avant. Donc là, aujourd'hui, je pense que le particulier épargnant, il est un peu perdu. Il est certain qu'il doit comprendre ce matin, et en tout cas nous on prêche, on en fait partie, et souvent ici sur ce plateau je le rappelle, c'est un excellent exemple. Quand vous avez aujourd'hui le 10 ans allemand qui est négatif, forcément imaginez bien que tout placement qui va donc avoir pour politique de sécuriser au maximum ses actifs en allant chercher des actifs comme le Bund allemand à 10 ans, ne pourra plus offrir de rendement. Donc enfin on y vient. Alors je prends un exemple, vous me voyez venir avec mes gros sabots du fonds euro. Les grands fonds euro forcément travaillent sur l'OAT française et sur les bonds allemands, donc forcément on comprend pourquoi aujourd'hui les taux de rendement des fonds euros les plus sécurisés sont les moins rentables. C'est normal. Donc quelque part il y a une mécanique qui doit être comprise par le profane. Il est certain que faire tout seul ses choix dans un environnement comme ça devient de plus en plus compliqué. Et alors justement, quand on veut se lancer dans un investissement boursier en se disant bon, c'est malgré tout sur les actions qu'on trouve les meilleurs rendements, parce que sur l'obligataire ça m'attire plus, les taux sont négatifs. Quand on se lance sur le marché action, il faut aussi avoir des méthodes et éviter certaines erreurs, certains écueils. Quelles sont les principales erreurs à éviter pour se lancer sur les marchés boursiers et notamment les actions? Alors moi j'ai fait une petite liste. Alors attention, cette liste elle n'est pas hiérarchisée, elle est très comportementale. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'on dit, c'est simplement une observation et j'ai envie de dire c'est quelque chose de bon sens qu'on essaie nous d'inculquer à nos clients, mais qu'on utilise aussi pour nous-mêmes dans notre gestion propre de notre propre vie, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de risque là, de toute façon, dans l'absolu. Donc l'idée c'est avant tout, très important, il faut se connaître, il faut savoir où on va. Donc il est important quand on fait un investissement sur les marchés, que ce soit actions, obligations, que ce soit matières premières, peu importe, parce que on touche à un actif non sécurisé, il va y avoir une notion de risque à prendre en compte, donc il faut avoir une stratégie éclairée. Il faut essayer d'écrire ce qu'on veut faire, où on va, pour quels objectifs. Ça c'est primordial Guillaume, parce que on commence souvent par se dire tiens j'ai une opportunité, ou je vais me couvrir d'un risque. Non, essayez de savoir où vous voulez aller, combien de temps, quel risque vous êtes prêt à prendre, est-ce que vous allez avoir besoin de liquidité. Ça c'est le principal, la stratégie. La stratégie. On a un certain nombre d'auditeurs qui nous disent je suis convaincu que le CAC 40 autour des 4000 points devient hyper attractif, j'ai envie d'y placer pas mal de mes liquidités. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Alors c'est pas une mauvaise idée. En revanche, si sous-jacent ils veulent placer toute leur liquidité, c'est une mauvaise idée, parce que dans l'absolu, je pense que de placer toutes ces liquidités en ce moment sur des marchés incertains, et alors encore plus sur un seul actif, puisque là l'idée ce serait de mettre tout ce que j'ai sur le CAC, je suis obligé, alors là c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui vous parle, je suis obligé de vous déconseiller grandement ça. Il ne faut pas oublier que diversifier, c'est-à-dire choisir différentes classes d'actifs, c'est très important. Disperser également, c'est-à-dire au sein d'une même classe d'actifs, choisir plusieurs supports, par exemple plusieurs indices. CAC 40, CAC 40, CAC 40. On sait qu'en France, c'est notre valeur intellectuelle de référence. C'est pas pour autant que c'est là-dessus qu'on va aller chercher du rendement. Et le véritable étalon sur les marchés, c'est plutôt l'Eurostock 50 en Europe. Objectivement, en tout cas, c'est celui que nous, on utilise plus, les professionnels. Exactement. Souvent, les gérants disent, quand les marchés reculent, comme c'est le cas en ce moment, ils nous disent, bon, on panique pas parce qu'on a une vision de long terme et donc on évite de suivre les marchés comme ça au jour le jour. Est-ce que ne pas prêter attention aux tendances du marché, ça peut être une bonne stratégie pour les particuliers? Alors, oui et non. J'aurais tendance à vous dire que c'est une erreur. L'erreur
principal pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas regarder ce qui se passe. Bon, après, il ne faut pas non plus paniquer, mais ce que je veux dire, c'est, pardon d'attaquer un petit peu les grands réseaux classiques, mais souvent ce qu'on rencontre nous, c'est qu'on a des clients qui ont des PEA, des comptes titres, voire même des assurances vie multi-supports depuis plusieurs années dans leur établissement bancaire ou leur assurance classique. Ils ont ouvert ça en 95, en 2000, en 2005, peu importe, et depuis, quelque part, leur allocation n'a plus bougé. Alors il y en a certains à qui, pour des questions, j'ai envie de dire presque aléatoires, ont eu de la chance et ça leur a bien réussi, mais la grande majorité, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas regardé ce qui se passait. Donc en fait, ils n'ont fait que prendre un petit peu de hausse quand ça allait bien, et puis ils ont subi les 2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015. Successivement, ils subissent. Et quand ils subissent plein pot, et comme il n'y a jamais de remise en question de la tendance de leurs allocations, c'est le piège. Parce que c'est hyper important. Moi, je fais du conseil en gestion de patrimoine, donc je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas là pour faire de la bourse, je ne suis pas là pour faire du trading quotidien. Nous, on travaille sur la tendance. Ça veut dire qu'on va dire à nos clients, peut-être 2-3 fois dans l'année, de faire des arbitrages sur leur portefeuille pour les emmener vers des tendances auxquelles on croit. Oui. Voilà. Brexit, par exemple, c'est un événement important. Il y a une tendance à choisir, il y a une tendance, il y a des convictions à avoir. Et à ce moment-là, on se prépare pour ce type d'événement. Mais des Brexit, il n'y en a pas tous les gens, oui. Heureusement, parce que sinon, ça ferait paniquer tout le monde pour rien. Mais l'idée, c'est très important de regarder les tendances et de gérer avec la tendance. C'est ça, les grandes tendances plutôt que le jour le jour. Ça veut dire qu'il faut éviter d'agir trop rapidement également quand on investit en bourse. Alors, quand on investit en bourse sur les actions, il faut être prêt, c'est vrai, à subir les embardées, les montagnes russes, etc., mais pas forcément agir. Il faut savoir agir avec lenteur en bourse aussi. La priorité, c'est d'essayer d'éviter de subir les embardées et les bouillons. Bon, après, personne n'a la pensée universelle et malheureusement, ça arrive. Bon, en revanche, oui, quand vous êtes un épargnant profane, parce que, attention, trader au quotidien, il y a des professionnels qui le font tous les jours et qui le font très bien. Bon, là, on est en train de parler à des épargnants. Donc, les épargnants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas un gros connaisseur. J'ai des connaissances, ou je crois avoir des connaissances, et aujourd'hui, je me prends un bouillon, parce que Brexit, pas Brexit, peu importe. Bon, la panique, dans un sens comme dans un autre, d'ailleurs, Guillaume, la panique ou une trop grosse hausse sur une action me pousse à agir de façon déraisonnée. Alors là, en finance comportementale, c'est ce qui est le plus passionnant, c'est-à-dire que les gens, forcément, vont réagir par rapport au risque de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'on le sait, quand vous faites des sports à risque, quand vous allez à l'armée, quand vous faites des choses comme ça, on vous explique que face au risque, il faut justement se préparer avec des procédures pour éviter de paniquer. La dernière chose à faire pour un pilote de ligne quand il y a un problème sur son avion, c'est de paniquer et de se mettre à courir dans l'avion. Bon, les Français ont tendance, les Latins ont tendance à avoir des surréactions que les Anglo-Saxons et les Germains n'ont pas par rapport au marché, d'où le fait que peut-être on subit parfois beaucoup plus la volatilité sur nos marchés que sur certaines autres bourses. Bon, dernière question, toujours pour aider nos auditeurs, nos téléspectateurs à se lancer sur les marchés financiers, même si quand on voit la tendance actuelle, ça donne pas forcément envie. Quoique d'ailleurs, c'est quand les marchés baissent qu'il faut investir, c'est pas quand ils sont au plus haut. Souvent les particuliers ont tendance à venir en bourse, à s'y intéresser quand les marchés sont au plus haut, qu'ils en entendent parler dans la presse. Mais quand ils sont au plus haut, c'est qu'ils vont baisser. On adore acheter trop cher, Guillaume. C'est ça. C'est une autre erreur. On adore acheter trop cher, c'est-à-dire on achète quand tout le monde a acheté. Enfin, c'est Warren Buffett qui disait ça, il achète lui quand tout le monde vend et il vend quand tout le monde achète. Donc, après, il faut avoir du nez. Voilà, savoir se lancer aussi quand les marchés reculent, mais c'est vrai qu'il faut avoir du nez et aimer le risque malgré tout. Surtout ne pas vouloir gagner trop vite, ça c'est quand même une clé. Ne pas être pressé quand on investit en bourse. L'appât du gain, et moi j'en parle souvent, mais alors là c'est une déformation qui est due à mon métier. Quand on fait du patrimoine comme nous, la durée et le temps, et vous savez que je suis un ayatollah du temps, le temps est la donnée principale à prendre en compte. Si vous investissez en bourse en vous disant je vais faire un coup, mais c'est propre à l'immobilier et à n'importe quel actif patrimonial. La notion de coup, oui elle a existé, oui elle marche, oui c'est super de faire des super plus-values en 6 mois et de pouvoir raconter ça à un dîner mondain. Le problème c'est que dans 9 cas sur 10 ça n'est pas le cas. On gagne de l'argent en patrimoine dans le temps. La gestion d'un patrimoine, il y a le mot patrimoine et le mot patrimoine implique au moins une dizaine, voire 2 dizaines d'années. Donc prenez votre temps. Des gens qui investissent intelligemment sur des valeurs boursières ne peuvent pas se casser la figure, sauf s'ils font des choix absolument catastrophiques. Mais enfin, des gens qui auraient investi, je pense, il y a 200 ans sur Air Liquide auraient été ravis. Voilà, exactement. Ou sur Saint-Gobain, qui fait partie. Saint-Gobain, je pensais plutôt à Saint-Gobain. On a une réaction d'ailleurs d'un de nos auditeurs, c'est Mickaël qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous dit: Mickaël, moi pour trouver de la performance plutôt que les marchés financiers trop risqués à mon goût, je préfère investir dans des SCPI qui délivrent un joli rendement, c'est plus rentable et surtout la performance des SCPI est plus régulière, nous dit Mickaël. Il y a un match comme ça entre les actions et les SCPI? Je rebondis. Merci Mickaël. On a lancé fin de semaine dernière sur Net Investissement la Coupe d'Europe des SCPI. Merci de l'autorisation d'en parler. L'Euro des SCPI. Donc on a fait un classement avec des SCPI. Donc ça attaque au 8e de finale. Alors je mets tout le monde d'accord. Nous avons sélectionné que des SCPI pour lesquels nous avons eu des convictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous les avons proposés
proposer à nos clients, et dans nos portefeuilles de clients, il y a ces SCPI-là. Certaines sont sorties aujourd'hui de notre commercialisation pour des raisons qui nous appartiennent. Donc on va faire des matchs. À chaque match de l'équipe de France, il y aura un match. Donc là, on est au 8e. Bon, les critères sont classiques, taux d'occupation, rendement, ancienneté, type d'immobilier, etc. L'idée est d'avoir pondéré le risque par rapport à un certain nombre de critères. Et pour répondre à Michael, aujourd'hui, oui, SCPI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tangible et palpable. Donc pour des latins, je le redis, c'est plutôt pas mal parce qu'on reste sur des valeurs de l'immobilier. Donc quoi qu'il arrive, ça restera toujours là. Ça n'est pas zéro risque, bien entendu. Il faut oublier la notion de zéro risque en SCPI parce que souvent les gens mélangent. Voilà. Après, c'est comme tout. Stock picking, ça veut dire attention, sélectionnez bien votre SCPI et ayez les mêmes réflexes pour des SCPI que pour des marchés. Mais on rappelle le rendement moyen des SCPI l'an dernier, c'était quasiment 5%, 4,85. C'est pas mal. Vous en trouverez peu des placements à 4,85 quand même. Surtout, en fait, on parlait des taux allemands. C'est le risque qu'on met en face d'un rendement et un rendement qu'on met en face d'un risque. Quand vous avez un risque, nous on considère les SCPI non pas comme du zéro risque, ça serait illégal pour le coup, mais c'est un placement sécurisé. C'est-à-dire c'est un placement qu'on peut visualiser, comprendre, étudier des données très précises. En revanche, le rendement en face, la prime de risque, elle est pour nous très élevée. Elle est 2 fois supérieure à un fonds euro pour un risque qui ne nous semble pas 2 fois supérieur. Et du coup, c'est 2 fois plus intéressant les SCPI que les actions, par exemple, ou pas, pour chercher à la fois de la performance et une certaine régularité, un peu moins de montagne russe que sur le marché actif. Il faut mettre de tout aujourd'hui, Guillaume. Vous avez un contrat assurance vie multi-support, vous mettez de l'action, vous mettez un peu de l'obligataire. Alors vous irez plutôt sur du high yield pour avoir du rendement, parce qu'on a compris que les bons, ça sert à rien. Mais vous mettez aussi de la SCPI en assurance vie. L'idée, c'est de diversifier. Et le 29 juin, donc, vous allez désigner en finale de la Coupe d'Europe des SCPI, vous allez désigner la SCPI la plus attractive, c'est ça? En tout cas, celle que nous, on considère comme la plus équilibrée en termes de risque-rendement. Eh bien voilà, Michael, la réponse très complète à votre question qui tombait très bien. Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, d'être venu nous voir. Le CAC 40 toujours en repli d'1,7%, une baisse qui s'accélère, 4155 points. On vous rappelle le 10 ans allemand qui est passé également ce matin en territoire négatif pour la première fois de l'histoire, en raison des craintes sur le Brexit, en raison aussi des politiques toujours très accommodantes des banques centrales. On va reparler des conséquences de ce Bund allemand négatif dans quelques minutes avec nos experts marchés. À tout de suite.